Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc on va commencer, c'est bon? On va laisser s'installer. Ok, donc je vais vous parler aujourd'hui de confidential computing. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont des concepts ici sur ces sujets-là? Ok, c'est tout. Donc on est vraiment sur de l'introduction. Ok, très bien. C'est pour savoir ce que je chante. Ok, très bien. Donc moi, je m'appelle Milan Jacobi. Je travaille à Thales depuis 4 ans et demi maintenant. Je suis informaticien. J'aime bien la montagne, l'informatique. Voilà, enchanté. Bon, donc de quoi on va parler aujourd'hui? Donc ça fait très longtemps qu'on sait gérer le chiffrement sur le stockage. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Le chiffrement sur le transport, on sait faire. Et aujourd'hui, on a des cas d'usage où la question, c'est comment on chiffre durant le traitement de la donnée. Donc le confidential computing, très largement, c'est toutes les techniques qui vont s'atteler à gérer cette situation au sens large, chiffrer la donnée durant son traitement. Donc ce diagramme, je l'ai pris sur le site officiel du consortium de confidential computing, donc qui fait partie du CNCF. Il distingue deux grands sous-ensembles, les environnements d'exécution de confiance et ce qu'ils appellent le privacy preserving computing. On va voir que bon, c'est des concepts assez mal délimités. Ils ont le mérite d'exister. On va essayer de parcourir un peu tout ça à vue assez large. On ne va jamais rentrer complètement dans aucun des sujets de manière à ce que vous voyez un peu un panel des possibilités. Ok. Donc d'abord, qu'est-ce qui motive le développement de ces nouvelles techniques? Bon, ben, il y a des nouvelles menaces, évidemment. D'abord, donc je ne sais pas si vous connaissez l'attaque Triton et bon, j'ai mal ordonné, c'est pas grave. Et l'attaque sur le réseau électrique ukrainien. Donc le point commun, c'est que c'était des déplacements latéraux au sein d'un réseau industriel. Ils ont remplacé les firmware des équipements industriels et en fait, ils avaient complètement pris le contrôle des systèmes de sécurité. Je vous la fais courte, c'est un peu plus long et compliqué que ça, mais fonctionnellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Target Breach, c'est un autre sujet, c'est des techniques de memory hijacking. Donc en fait, les attaquants, ils avaient placé un malware dormant qui avait repéré l'empreinte d'une transaction bancaire dans les TPE. Donc vous voyez ce que c'est quand on paye par carte bleue. Et progressivement, ils ont récolté comme ça les données bancaires de 110 millions de personnes. Donc on a deux cas d'usage, deux sujets où la donnée, elle a été compromise durant son traitement. Ce qui implique une nécessité à la fois de saturer l'état des machines d'un parc de manière continue et éventuellement certifiante, voire qualifiante, donc qualifiante c'est-à-dire à valeur légale, et de protéger la donnée, y compris dans la RAM. Bon, on a aussi des nouvelles règles, je vais passer assez rapidement dessus, vous connaissez tous le RGPD, on est obligé de garantir l'intégrité et la confidentialité des données personnelles qu'on traite. On a aussi NIS2 qui arrive. Il y a un décret d'application qui a été proposé en octobre 2024. Il n'a pas encore été mis en œuvre. Donc c'est une nouvelle directive européenne qui applique des règles encore plus contraignantes en termes de sécurité au sens général, d'accord, et sur la donnée en particulier, avec notamment des mesures techniques demandées sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement matériel et logiciel, et sur le chiffrement. Bon, enfin, je pense que personne ici est complètement agnostique de ces questions. Il y a le Cloud Act américain, donc, qui donne le droit à n'importe quelle entreprise américaine, à n'importe quelle autorité fédérale américaine, pardon, de demander des données hébergées sur le sol américain. Il y a donc la nécessité d'être capable de se protéger de cette extraterritorialité du droit américain, d'une manière ou d'une autre. Et donc on va voir qu'on a implémenté en fait, des solutions techniques à ça. D'accord ? Bon, enfin, il y a un dernier contexte, le cloud. C'est fini l'époque où la donnée elle était traitée et stockée tout le temps au même endroit. Aujourd'hui, la donnée elle circule. Et le problème, c'est que l'infrastructure sous-jacente, en fait, on ne sait jamais vraiment trop où elle est. Et quand vous consommez une interface ou que vous envoyez de la donnée, elle peut finir à peu près n'importe où dans le monde. Donc voilà. Je ne veux pas raconter de. Donc voilà. Donc il y a ces problématiques-là. Il y a un nouveau cadre réglementaire plus contraignant quant à la sécurité de la donnée, des attaques qui compromettent la mémoire, d'accord, et des paradigmes cloud où on ne peut plus se juger dans un environnement de confiance
lorsqu'on traite la donnée, d'accord? Et on va donc rentrer dans des paradigmes où on fait plus du tout confiance, y compris à l'infrastructure sur laquelle on repose. Ok? Donc la couche d'hypervision ou des choses comme ça. Bon, on va commencer par la cryptographie. Donc il y a des nouvelles techniques cryptographiques qui ont été développées. Mais avant de comprendre les nouvelles, il faut quand même avoir les bases. Donc le chiffrement symétrique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le chiffrement symétrique dans la pièce? Ok, donc, ok, d'accord. Pour une personne, ça vaut le coup. Donc le chiffrement symétrique, il n'y a pas de différence entre la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement. Et donc la question et l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait passer la clé de chiffrement et de déchiffrement au destinataire, d'accord? Donc la donnée, elle est chiffrée et déchiffrée par la même clé. Bon. On voit bien que c'est absolument intenable. Il y a des enjeux de complexité, il y a des enjeux de compromission de clés. Donc on est arrivé à la solution du chiffrement asymétrique. Donc il y a une gestion des clés simplifiée. Il y a une clé publique qui sert à chiffrer, une clé privée qui sert à déchiffrer. Donc on peut partager la clé publique et garder la clé privée pour déchiffrer. Voilà. Donc l'émetteur signe son message avec notre propre clé publique, généralement publiée dans l'annuaire. Bon, l'inconvénient, c'est que ça commence à être plus gourmand en ressources, et en fait, c'est 100 fois plus lent que le chiffrement symétrique. Bon, j'imagine que le TLS, du coup, tout le monde sait comment ça marche. On va pas perdre de temps. Ok, très bien. Vous saviez que c'est une combinaison de l'asymétrique et du symétrique, le TLS. Pas de souci. Ok, on fait un rappel. Bon, alors on passe la couche TCP. En plus, sachant que moi je suis vraiment logiciel, tout ce qui est en dessous de la socket, pour moi c'est une boîte noire. Ok. Donc en fait, ce qui se passe quand on fait le uncheck TLS, c'est que le client, en même temps qu'il envoie la suite de chiffrement qu'il est capable de supporter, il récupère la clé publique qui est dans le certificat du serveur, d'accord? Et il s'en sert pour chiffrer ce qu'on appelle un premaster secret, d'accord? Ce premaster secret, il va servir ensuite en fait de clé symétrique pour les échanges suivants. Donc en fait, on initie la connexion avec du chiffrement asymétrique, et ensuite on passe sur l'efficacité du chiffrement symétrique pour accélérer les échanges. Ok? Bon, et tout ça, ça repose quand même sur des certificats, donc des PKI. Donc comment une PKI ça fonctionne? Il y a un client quelconque, il veut demander un certificat, donc une combinaison d'un clé publique et de métadonnées, comme l'organisme émetteur, la clé, comment dire, le numéro de série, ce genre de choses. Donc il va s'adresser à une autorité d'enregistrement. Cette autorité d'enregistrement, aujourd'hui, maintenant il y a des API REST pour les interroger, c'est extrêmement ergonomique, ça a vachement évolué, on n'est plus obligé de faire du PK56. L'autorité d'enregistration, elle crée un CSR, donc une Certificate Signing Request, qu'elle va transmettre à une autorité de confiance. Cette autorité de confiance, à partir de cette CSR, si elle accepte la demande, va générer un certificat, donc une clé publique qu'elle va publier dans l'annuaire, et elle va aller stocker la clé privée dans le HSM. Donc un HSM, c'est un module hardware, donc c'est une galette. Hein. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est vachement, c'est sympa. Bon, s'il y a un tremblement de terre, ça marche plus. Voilà, donc c'est un module physique qui sert à stocker des secrets ou des données vraiment confidentielles et sensibles. Et on ne peut pas l'ouvrir et en changer la clé privée s'il n'y a pas une cérémonie des clés, où il y a 5 personnes physiques dans la pièce, etc. Enfin voilà, donc c'est vraiment un coffre-fort numérique et matériel. Okay, je parle du HSM parce qu'on va en avoir besoin pour le TPM après. Okay, et éventuellement, pour la révocation, il publie sur un ECSP, donc un ECSP, c'est un serveur qu'on vient interroger pour vérifier si le numéro de série est valide, il regarde si le certificat est révoqué. Ok. Bon, donc ça, tout ça, c'est bien beau. Mais donc ça, c'est bon, on sait chiffrer des données. Bon, ça ne nous garantit pas leur intégrité, donc l'intégrité, pareil, c'est des concepts extrêmement basiques que je pense qu'on manipule à peu près tous au quotidien. Donc la vérification d'intégrité, c'est aussi simple que ça. On prend une chaîne de caractères quelconque, on y applique une fonction de hachage, on en calcule une empreinte. Cette empreinte, on obtiendra toujours la même avec le même algorithme sur le même caractère. Par contre, on est incapable de faire la fonction inverse. On est incapable de revenir en arrière. Ok. Donc une vraie vérification d'intégrité, comment ça se passe? Bon, il y a Titi et Toto qui veulent échanger des données. J'ai considéré que Alice et Bob, on en avait tous marre. Donc Titi va envoyer une donnée à Toto, donc il lui envoie la donnée.
En même temps, il va la hacher avec un algo quelconque, hein, SHA-256 que vous voulez. Avec la clé publique de Toto, il va la chiffrer. Il va construire ce qu'on appelle une signature binaire qui contient à la fois le hash et l'algorithme de chiffrement, de hachage, qui va également transmettre à Toto. Toto, il déchiffre avec sa clé privée, pardon. Il récupère le hash. Et en même temps, il tente avec l'algo X de retrouver le même hash, donc le H2. Il compare les deux hashes. Si le hash est le même, c'est bon, la donnée n'a pas été altérée. C'est simple. Okay. Bon, du coup, on sait chiffrer des données, on sait vérifier leur intégrité. Mais alors, quel est le problème? Le problème, donc en vert, vous avez ce que j'ai appelé le domaine de confiance, donc en fait chez soi, quoi. Et en bleu, c'est le CSP, quoi. Hein. C'est le cloud public, éventuellement américain. Hein. Bon, le problème, c'est que vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Vous pouvez stocker la clé privée dans le HSM chez vous, etc. Il y a un moment, la donnée, elle est déchiffrée sur le cloud public. Donc le cloud public, il y a accès. Ce n'est pas que des questions d'extraterritorialité, c'est aussi des questions qu'aujourd'hui, les paradigmes de sécurité forts, on ne fait plus confiance à l'infrastructure sous-jacente. On ne veut même plus que la clé ou la donnée se balade en clair. Donc, on a un problème. Bon, même si vous faites le déchiffrement dans votre cloud de confiance, il y a toujours un moment où la donnée, elle transite chez le CSP. Bon. Donc ça fait depuis les années 70 qu'il y a un Graal qui est cherché par les cryptologues, ok. C'est ce qu'on appelle le chiffrement homomorphe. Donc le chiffrement homomorphe, c'est quoi? C'est la capacité d'obtenir le même résultat en effectuant la même opération sur une donnée chiffrée et une donnée non chiffrée. Ok, c'est clair? Ok. Donc, le premier algo que j'ai appelé convaincant, il est sorti en 2009. Il repose sur des mécanismes extrêmement stochastiques. Avec des nouveaux paradigmes, on va voir que maintenant, on va avoir 3 clés, etc. Et ça, c'est vrai pour tous les algorithmes de chiffrement, mais il y a des contraintes de confidentialité et de sécurité. Il y a des questions de précision de calcul, vu qu'on est sur des processus stochastiques. Et évidemment, de l'efficacité, du temps de calcul, de la performance. Okay. Certains des algos que je cite à droite, donc le TFHE notamment, il est jugé PQC, il est jugé post-quantum crypto, hein, d'accord. Donc on considère qu'il ne pourra pas être cassé par l'arrivée du quantique demain. Okay. Et il faut savoir que le RSA, donc l'algorithme de chiffrement, c'est un des algorithmes de chiffrement qu'on utilise pas mal en asymétrique. En fait, il est partiellement homomorphe, c'est-à-dire qu'en fait, on peut effectuer des additions, et ces additions-là, en fait, on va retrouver le même résultat que sur la donnée chiffrée que sur la donnée pas chiffrée. Donc, un algorithme complètement homomorphe, c'est un algorithme où on peut effectuer toutes les opérations primitives que sont l'addition et la multiplication. Okay, en nombre illimité. En nombre illimité. Parce que plus on va effectuer d'opérations, plus on va ajouter du bruit, et plus on va diverger. Voilà. Donc on va perdre en précision progressivement. Donc complètement homomorphe, c'est on ne perd pas de précision, peu importe le nombre d'opérations, la nature de l'opération, quelle opération on veut faire. Ok, donc comment ça fonctionne à très grosse maille? Bon, il y a une troisième clé qui rentre en jeu, la clé d'évaluation. Donc elle est notée généralement FKey, donc j'ai repris la notation classique. Donc en fait, il n'y a plus besoin de déchiffrer. La clé d'évaluation, son rôle, sans expliquer les algorithmes, c'est un peu compliqué, donc on va faire très simple. En fait, elle permet de pas trop diverger. Donc en fait, elle permet de toujours rectifier, parce qu'en fait, on va simuler en fait plein de fois la donnée et faire des calculs dessus et estimer si on n'est pas trop loin du vrai résultat du bon résultat que sur la vraie donnée. Et donc la clé d'évaluation, elle va nous permettre de reconverger vers la vraie solution. D'accord ? Il faut quelques notions de statistiques, mais en gros, on converge en fait vers la vraie moyenne en fait. Ok ? Donc cette clé d'évaluation, elle est transmise à la brique de traitement quelconque, et la donnée n'est plus déchiffrée durant son traitement. Bon, problème, c'est 10 000 fois plus lent que le chiffrement asymétrique, qui était déjà 100 fois plus lent que le chiffrement symétrique. Pardon. Donc je vous laisse faire le calcul, mais ça fait 1 million de fois en fait. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, ça règle notre problème de données en clair dans le cloud. Hein, donc le client, il peut bien demander à un applicatif hébergé chez un CSP n'importe quelle donnée. La donnée, elle va être cherchée dans une DB chiffrée.
La clé d'évaluation est transmise par le HSM depuis le cloud de confiance vers le CSP. Le traitement peut être effectué et si le client a besoin de déchiffrer la donnée, généralement ça sert, eh ben, il va chercher lui-même la clé privée dans le HSM. Donc à aucun moment, la clé privée se retrouve dans le cloud public. Ok ? Bon, donc ça dans la théorie c'est magnifique. Le problème c'est que comme je vous l'ai dit, la performance c'est une catastrophe aujourd'hui. Voilà. Absolument. Mais on a, sur des problématiques à la volée, c'est quand même. Je vous laisserai faire le test. Il y a un super article. Il y a des super. C'est une dizaine de secondes pour chiffrer une chaîne de caractères quand même. Faut quand même se rendre compte. Voilà quoi. C'est pas encore prêt. Par contre, juste pour revenir sur les algorithmes là, et notamment le TFHE, j'y arriverai jamais. TFHE, 2022. Hein. Donc en fait, ça a commencé en 2009. Il en sort tous les ans. Donc ça avance très vite et on ne désespère pas. Voilà, c'est une technologie émergente, par contre, vous ne la verrez pas en prod dans les 5 ans, je pense. Mais c'est quand même des sujets à creuser. Bon, un dernier mot pour ce qui est du chiffrement sur ce qu'on appelle le SMPC. Donc le SMPC, c'est le Secure Multi-Party Computation. Donc le FHE, il règle un cas précis qui est comment je délègue le traitement de la donnée à une entité externe. Une entité externe. Le SMPC, il traite les sujets multipartites. D'accord ? On ne va pas aller plus loin parce que c'est assez long à expliquer. Je vous ai mis un protocole bidon, mais qui fonctionne. D'accord ? Où en fait, sans que personne divulgue l'information, chacun va retrouver le même résultat. Okay. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. C'est un domaine à part entière. Faudrait plusieurs heures. Mais sachez que, en plus, il n'y a rien de visuel. C'est pas marrant. Des polynômes. Mais sachez que les deux techniques qui marchent très très bien, donc c'est le Shamir Secret Sharing. Donc ça, pareil, 2019, je crois. Et le Beaver System, c'est l'année dernière. Donc on est vraiment sur des paradigmes de chiffrement qui sont en train d'évoluer. Et donc le SMPC, il va plus s'appliquer et intéresser les gens qui sont intéressés par la blockchain, ce genre de choses, qui n'est pas trop mon cas, donc c'est pour ça que on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc en résumé, que ce soit pour l'IA ou le cloud, on a des solutions qui émergent. Bon, par contre, en calcul, on n'est pas prêt. Hein. Et excepté pour des cas d'usage extrêmement spécifiques. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt de rencontrer ça, donc je ne sais pas si ici il y a quelqu'un qui fait du kaki. Si vous faites du kaki, donc du militaire, éventuellement ça peut intéresser. Des systèmes critiques comme l'énergie, etc., pourquoi pas. Mais pour votre appli web ou votre site d'e-commerce, aucun intérêt. Enfin, on est vraiment sur des paradigmes industriels et ou de défense quoi, aujourd'hui. Et je vous ai mis mon mantra aussi, quand même. Le cimetière est rempli de bonnes idées, c'est l'adoption qui tranche. Et vous allez voir, dans le confidential computing, c'est quelque chose qui revient à chaque fois. C'est des bonnes idées, mais on va voir. Bon, donc là, on a traité vraiment ce qui est la partie chiffrement en tant que tel et les innovations qu'il peut y avoir derrière. On va faire un petit tour sur les environnements d'exécution de confiance. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est une table de correspondance dans la mémoire hein. Ok, la gestion de la mémoire low level, c'est pas bon. Ok. Comment? Oui, c'est une table de correspondance. Ouais. Ok. Bon. Non, mais bon, c'est juste parce que ça peut être velu, sinon en fait, faut des prérequis et je peux les expliquer, il n'y a pas de souci. Bon, donc les TEE, donc les teas. Le cas d'usage est un peu différent, il va plus être lié à vraiment isoler un environnement virtualisé. Donc
moi, je prends l'environnement virtualisé parce que en fait, ça peut être à l'échelle du conteneur, à l'échelle de l'applicatif. C'est des paradigmes différents. Là, je vais vous présenter pour la VM, d'accord. Donc, comment est-ce qu'une VM, elle s'isole de son hyperviseur et comment cette VM, elle est sûre que sa mémoire, elle est jamais au même endroit que des ressources dites pas de confiance, d'accord. Et ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir envie d'avoir un modèle de sécurité, y compris au sein d'un cloud public, et d'être certain qu'il n'y a pas le mec d'à côté qui peut déborder chez vous. Okay, et ça, c'est nouveau. Bon, donc chaque constructeur de plateforme ici est mis il a proposé sa solution. Moi, je vais vous présenter Intel TDX. Sachez que ARM CCA, c'est réputé pour être le plus mature, le plus fort, le plus versatile. Mais en fait, je ne suis pas microélectronicien et du coup, j'y comprends rien. Voilà. Voilà. Je vous le dis honnêtement, l'isolement du processus dans le silicone, moi, pour moi, voilà. Moi, je suis informaticien. Donc, en tout cas, peu importe, toutes ces plateformes, elles ont des architectures techniques différentes, mais par contre, des architectures logiques similaires. D'accord ? Tous, ils utilisent pour chaque array l'ajout d'un 6 bits. Bon, ils ne l'appellent pas tous comme ça, mais d'un bit d'encryption qui indique au memory manager s'il doit chiffrer ou pas la donnée. OK ? Et ça, c'est l'architecture logique d'un Intel TDX. Ça va être un peu long. J'ai combien de temps ? OK. Bon, donc l'idée, VMM, c'est l'hyperviseur, hein, d'accord, donc c'est le VM manager. Donc en fait, le VMM, il va donner de la mémoire, des cases mémoire en fait dédiées à un module propriétaire, donc le Intel TDX module. C'est à peu près pareil, minus quelques variations sur les technos ARM. Et sur les technos IBM, c'est encore un autre monde, je peux vous en parler rapidement. Et donc il va tenir une table de correspondance privée entre la mémoire virtuelle et la mémoire physique. Cette table de correspondance, elle est à tout moment chiffrée, et l'hyperviseur n'a pas la clé de déchiffrement, c'est le module qui l'a. Ça veut dire que l'hyperviseur, il ne sait jamais où la donnée va, dans quelle case mémoire elle finit. D'accord ? C'est clair ça ou pas ? Donc bon, vu qu'il faut cohabiter avec la mémoire partagée, en fait, il y a tout un workflow où l'adressage physique dit public, quoi, non confidentiel, il finit au même endroit enfin, il finit quand même dans la mémoire physique, et donc du coup, le même contrôleur, maintenant, il a quand même plus de responsabilités, etc. Mais justement, là, après, on descend encore plus bas, et là, c'est un monde que je comprends pas. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux tables de correspondance en fait, qui sont tenues. Une table de correspondance publique, une table de correspondance privée. Et c'est le même contrôleur qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement de l'un sur l'autre. D'accord ? Par contre, on finit quand même bien au même endroit, ce qui n'est pas forcément vrai pour toutes les architectures. Donc comment il s'appelle déjà ? Pas pour AMD. Si, pour ARM, pardon. Pour ARM, ils ont même inventé un nouveau concept, d'accord ? C'est l'ultravisor, d'accord ? C'est-à-dire qu'en dessous de l'hyperviseur, il y a une couche de management. Et c'est elle qui va gérer tout ça. Donc on est dans des trucs extrêmement compliqués, donc je vous prends cet exemple-là parce qu'il est relativement simple. Et donc en fait, ce que ça nous permet, c'est d'avoir une donnée qui est chiffrée dans la RAM, en permanence, et dont la seule personne qui a la clé de déchiffrement, la seule entité qui a la clé de déchiffrement, c'est un module propriétaire. D'accord ? Et cette clé de chiffrement, elle est posée à la construction. Elle ne relève pas d'une PKI, elle relève de rien. C'est Intel qui la pose, vous la toucherez plus jamais. Donc par contre, ça pose des questions de rotation des clés, etc. Mais c'est en discussion dans les groupes de l'IETF. Mais aujourd'hui, les constructeurs, ils posent des clés définitives, privées, et on chiffre la donnée comme ça, à la volée. Et il n'y a plus de possibilité l'hyperviseur, il est aveugle. Et il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, les clouds américains qui sont loin d'être des abrutis, en fait, cette offre-là, elle existe sur Azure, en fait. D'accord ? Parce qu'ils ont besoin des clients européens. Et donc, du coup, ces services-là, ils existent. Donc, vous pouvez aujourd'hui faire de la confidential VM, on appelle ça de la CVM.
Donc vous pouvez faire de la CVM sur Azure et sur GCP, sur AWS, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais ça existe, quoi. Voilà, donc j'irai pas plus loin sur les types parce que le principe est le même, sinon on va faire de l'inventaire des types d'architecture. L'idée c'est chacun. Là on est vraiment sur du matériel. Il y a eu des révolutions techniques en microélectronique et en architecture des puces qui ont permis maintenant d'isoler les processus et d'isoler les VM de leurs hyperviseurs. Bon. Voilà, donc maintenant on va arriver à en fait ma partie préférée et la seule raison pour laquelle j'ai préparé ça. Qui est les RATs. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé RATs ici? Ok. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Sens ou Bleu? Ok. Ok. Bon. Bon, donc aujourd'hui, la pile logicielle, la pile logicielle pour démarrer une application, elle est quand même, on est quand même arrivé à un certain niveau de complexité, d'accord? Problème, bon, ça c'est évidemment un attaquant, hein. Ils ressemblent tous à ça d'ailleurs. Bon, bah, s'il y a du code malveillant, une vulnérabilité quelconque dans le bootloader, bon, bah, c'est toute la chaîne qui est compromise, ça paraît évident, hein, d'accord? Et donc du coup, il y a une solution en fait qui est très vieille, qui date des années 2000, qui a été d'implémenter ce qu'on appelle une root of trust, d'accord? Donc une racine de confiance dans laquelle chacun va aller stocker sa configuration. Et quand chaque étape notamment au démarrage, en fait, ça fait très très longtemps que ça existe. Et d'ailleurs, sur vos machines Windows, il y a le Secure Boot, d'accord? Et ben le Secure Boot, il fait exactement ça. En fait, il va stocker chaque étape du démarrage, va stocker un hash de sa configuration dans une root of trust. On va voir ce que c'est, un TPM en fait. Et l'étape suivante, elle va juste aller vérifier, ok, il me présente un hash, est-ce que ce hash il match, etc. D'accord. Et donc du coup, on va pouvoir s'assurer en fait de l'intégrité de la configuration à la volée. Bon, donc quand il y a notre Mister Robot qui attaque, ben, il y a juste le kernel, il dit bon, bah, le bootloader il est corrompu, moi j'y vais pas. Voilà. C'est aussi con que ça. Le hash match pas, l'intégrité de la donnée n'est pas assurée, je m'arrête là. Bon, donc un TPM. Donc c'est la première implémentation des root of trust en fait, hein. C'est un module physique que vous avez d'ailleurs tous dans vos ordi portables aujourd'hui, hein, qui existe sur les serveurs, dans les baies, etc. Ça a été sur les laptops, les premiers laptops c'était 2003. Donc c'est vraiment la plus vieille solution de protection. Et donc en fait ça fonctionne exactement comme un HSM. Physique, local, d'accord. Donc il en existe plusieurs types, intégrés, complètement étanches. Bon, il y en a pas mal de genres. Et quand je vous parlais des hash de configuration, il les stocke dans une table qui s'appelle le PCR, donc le Platform Configuration Register. Ça ressemble à ça. Donc vous avez l'ID du PCR, un hash, et ce qui nous intéresse, c'est surtout le file hash. Donc en fait, ça c'est le hash de la configuration quelconque offerte par un système qui fait confiance au TPM. Voilà. C'est aussi générique que ça. D'accord. Problème du TPM, ça a vraiment été pensé comme un module physique pour votre machine physique. Donc les possibilités d'accès à distance, c'est... Je sais pas si... Enfin, franchement, manipuler des API d'un TPM, c'est quelque chose. Hein. Enfin, c'est pas du reste. Hein. Enfin, c'est des protocoles vieux, enfin, c'est un enfer. Bon, bref. Donc en fait, et en plus, comme je vous disais, la vérification de l'état et de sa validation, ils sont synchrones. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait rien faire d'autre que bon, ben, présenter un hash, vérifier si le hash il match avec l'ID de la table, dire ok, ça ne matche pas, bon, ça match, ok. On est incapable d'appliquer une politique de sécurité. Or aujourd'hui, ben, on fait de la politique de sécurité tout le temps. Si on veut s'assurer que telle version, on veut plus de telle version dans notre système ou quelque chose comme ça, ben, en fait, les solutions basées sur les TPM, ils peuvent pas trop. Bon, aujourd'hui, ça a pas mal changé, mais donc RATS, c'est une réponse à ça. Ça a commencé en 2019 et la spec définitive, la RFC 9334, c'est 2023. Donc c'est une réponse à ça. C'est une vue très... Donc, ça, c'est une vue extrêmement haut niveau. C'est exactement le schéma que vous allez retrouver dans la RFC. Donc en fait, il modélise le problème à une vue stratosphérique. Et vous allez voir qu'en fait, ça sert. Et qu'en fait, ça règle pas mal de questions. En fait.
Et on va pouvoir s'en servir pour pas mal de choses. Donc, ils définissent des rôles, d'accord, dans un processus de validation. Donc, on a un attesteur, d'accord, qui fournit des évidences, donc des preuves en fait, à un verifier. Donc, un verifier donc, qui reçoit ces preuves et qui les évalue selon une politique de sécurité donnée. Un relaying party qui prend la décision en se basant sur l'attestation que va lui délivrer le verifier à partir des preuves de cet attesteur. Et un endorseur, donc ça c'est un rôle un peu particulier, donc c'est pour ça que je les ai entourés en gris. Donc pour l'endorseur et pour le RVP, le Reference Value Provider, en fait c'est les constructeurs. Et donc typiquement, par exemple pour un bootloader quelconque ou en fait un matériel, ils vont nous donner en fait une table de hash de la référence matérielle de la configuration qu'ils jugent optimale. Okay, là ça paraît encore un peu abstrait, mais on y arrive. Okay, on y arrive. Et donc, ils ont construit en fait un modèle d'abstraction où en fait, pour tous les problèmes de mise en relation, de confiance, ben, on se retrouve à peu près avec ce cas-là. D'accord ? Donc, la RFC, il vous dit pas, enfin, c'est pas, il y a un nonce qui s'appelle comme ça dans votre JSON. Enfin, c'est que des schémas. C'est que du très abstrait, très abstrait comme des fois l'IETF aime bien faire. Ok ? Donc c'est la généralisation du problème de confiance qu'on retrouve dans notre chaîne de démarrage et ça définit une architecture générique pour la délivrance à une attestation quelconque. Okay. Bon, il y a plusieurs types d'architecture RATS et de relaying parties du coup. Donc le relaying parties, ça peut être un utilisateur qui va chercher à s'assurer que le système sur lequel il travaille n'est pas corrompu. Workload facing, donc workload, ça a une signification spécifique dans le monde du confidential computing que j'utilise pas ici. D'accord, le workload, c'est vraiment juste un bout de code qui effectue quelque chose. Je rentre pas dans parce que c'est aussi des micro VM en fait qui exécutent des processus spécifiques. Ça, enfin, bon, bref, je parle pas de ça moi. Donc c'est juste un bout de code qui veut exécuter quelque chose et qui veut vérifier que ce qu'il y a en dessous de lui, c'est bien de confiance, quoi. Ça peut être peer facing, donc un système, avant de s'interfacer avec un autre, il veut vérifier qu'il est dans l'état désiré, évidemment. Ça peut être system facing, donc ça c'est typiquement notre exemple du processus de démarrage. On va s'assurer que le système il est bien dans l'état attendu avant de démarrer. Enfin cluster facing, donc ça c'est bon, pour Kubernetes ou même d'ailleurs pour les clusters virtualisés, il y a les nœuds d'un cluster qui veulent lui s'assurer que le cluster dont ils font partie, il est dans l'état nominal en fait. Donc il y a deux modèles de vérification. Il y a le modèle dit par passeport et le modèle background check. Okay. Donc dans le modèle par passeport, l'attesteur il présente sa preuve au verifier directement, il récupère son attestation qu'il va pouvoir présenter lui-même au relaying party. Et dans le background check modèle, c'est l'attesteur qui présente la preuve au relaying party, d'accord. Donc en fait l'attesteur il voit jamais son attestation. Ok. Bon, alors, un petit point, je le dis après, mais je vous le dis direct. Pourquoi c'est si abstrait? Parce qu'en fait, il n'y a pas de spécification aujourd'hui d'à quoi ça doit ressembler une attestation. D'accord, il y a des formats normatifs, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas encore de standard. Il y a un standard qui est sorti le mois dernier. Je ne l'ai pas mis dans ma présentation parce que j'ai pas eu le temps de travailler ça. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas normé. Donc, si vous avez l'habitude de protocoles extrêmement carrés avec des échanges de données que vous connaissez, aujourd'hui, à part les jolis schémas que je vous présente, en fait, chacun il va encore de sa sauce, quoi. Bon, par contre, typiquement des références values, comme je vous disais, ça ressemble à ça. Donc, fondamentalement un JSON avec des haches de mesure, d'accord, et le fichier qui est censé ressembler à ça, quoi. Okay. Petite remarque, pardon, on a réinventé les SBOM. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un SBOM, un Software Bill of Material. En gros, ils ont réinventé, ils ont à leur sauce les SBOM. Hein. Bon, les attestations et les évidences, donc ça peut porter à peu près n'importe quel type de données, comme je vous disais. Et dans le modèle, en fait, c'est le verifier qui gère la conversion et les formats, en fait. Donc c'est celui qui applique la politique de sécurité. Si le système qui lui demande, il veut du X509, il lui fait du X509. Et c'est lui qui doit gérer toute la complexité du formatage de la donnée. Bon. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur des systèmes un peu complexes. En fait, c'est très très discutable comme choix, mais c'est temporaire, je pense. Donc, je vous parlais de preuves, donc d'evidence. Typiquement, un exemple de preuve, quand vous allumez votre machine Windows, en fait, elle génère un certificat.
dans lequel elle met des certificats d'attribut, et en fait, elle liste tous les paramètres de votre machine au moment de son allumage. Bon, bah ça, typiquement, c'est une preuve qu'on pourrait présenter à un verifier en échange d'une attestation. D'accord ? L'attestation, faut pas s'imaginer un objet JSON ou quelque chose comme ça. L'attestation, en fait, c'est un vecteur numérique qui va donner un score de confiance dans l'attesteur. D'accord ? Il n'applique pas de politique, c'est le realing parties qui, à la fin, dit oui, moi j'accepte ou pas la connexion, l'action, quoi que ce soit. D'accord ? Lui, il donne un avis, donc c'est un vecteur de scoring qui va de -1 à 99. D'accord ? Il dit, OK, tel paramètre, ça je lui mets 4, tel paramètre, ça je lui mets 6, et en fait, à la fin, ça donne un vecteur. OK ? Donc en fait, c'est ça une attestation. Et à partir de cette attestation, le realing party, il fait son choix. Bon, donc dans notre exemple de l'allumage d'une machine, hein, d'accord, dans un contexte sur un hyperviseur, bon bah on a la BIROM, elle va chercher à vérifier l'état du bootloader avant de lui passer la main, et le bootloader, il veut être sûr que le kernel ne va pas y avoir de soucis, d'accord. Donc comment ça se passe? Ben, le BIROM d'abord, il va aller récupérer les preuves du bootloader. Donc les bootloaders, éventuellement, il les sort du TPM, il les sort de là où il veut. Il lui génère un fichier dans un format X, d'accord. Donc à la discrétion. Donc pour Linux, en fait, tout passe par Lux. Je sais pas si, enfin, voilà. Donc tout passe par Lux. Je ne sais pas si vous connaissez Lux. Ok. Bon, bah, en fait, c'est Lux qui va gérer ça. Et aujourd'hui, il y a des implémentations dans Lux pour gérer toute cette tringlerie là. Donc les preuves, elles passent par le bootloader, il transmet des preuves, le BIROM, il crée une évidence. L'évidence, elle est transmise au bootloader. Le bootloader, il récupère les évidences du kernel, il les concatène. C'est pour ça qu'on parle de layered attestation, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs parties et en fait, ça peut aller à l'infini comme ça. On peut remonter jusqu'au niveau applicatif. Donc en fait, on peut finir avec une évidence qui représente toute notre stack logiciel, d'accord? Il l'a présenté au verifier. La particularité, donc ça c'est dans leur modèle de sécurité, leur treat model. Le premier acteur, le premier attesteur, il n'a pas le droit de créer des preuves sur lui-même. Et donc en fait c'est typiquement un ça que sert l'endorser. Okay, l'endorser, il va dire, donc là le TPM, il va dire bah, le BIROM, il est dans tel état là. D'accord? Parce que le BIROM, il n'a pas le droit de dire moi je suis dans tel état là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord? Et donc, bon, pour faire un tout petit peu, plus précis, comment ça se passe un workflow? Donc là, j'ai pris un exemple sur un bloc de Red Hat, ok, d'accord. Mais parce qu'en fait, c'est un truc qui me parlait bien, que j'avais pas envie de les recopier, donc je l'ai pris tel quel. C'est la demande d'une clé dans un KMS. Donc un KMS, c'est la partie le HSM, l'autorité de certification, etc. Donc voilà. Donc tout ça, ça forme un système qu'on appelle un KMS. Donc c'est un système spécialisé pour gérer des clés. Et donc on va avoir un relaying party, donc un key broker service, qui va vouloir savoir s'il doit délivrer à un attesteur quelconque une clé. D'accord? Donc un applicatif quelconque, il veut une clé, on ne sait pas pourquoi, c'est pas important. Bon bah le workflow c'est quoi? C'est que l'applicatif il va émettre une requête au relaying party, donc le key broker. Le key broker, bon, il va lui envoyer un challenge quelconque. Je veux que ta libc elle soit en version 2.32, je sais pas. Enfin vraiment, on s'en moque quoi. Une contrainte, d'accord. Éventuellement des mécanismes de nonce, donc de chiffrement à usage unique. L'attesteur il construit sa preuve, il l'envoie au relaying party, le relaying party il l'envoie au verifier, le verifier il l'évalue avec sa politique pré-prévisionnée, il en détermine un vecteur d'attestation, il la transmet au KBS, le KBS il décide si oui ou non il va chercher la clé dans le KMS. Voilà. Et donc pourquoi c'est lié au confidential computing? Parce que dans les infrastructures de confidential computing, donc les enclaves, etc., donc les CVM, les choses comme ça, et ben, à chaque opération, on va prouver qu'on est un TI, en fait. Donc il y a des opérations comme ça, tout le temps. Et donc la perte de perf, c'est 25% environ, c'est estimé aujourd'hui à 25% environ, pour toutes les opérations. Voilà. Donc les perspectives pour ATS,
Donc aujourd'hui, il y a des standardisations qui sont en cours quand même pour tout ce qui va être justement l'échange de données, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la jungle. D'accord. En fait, on échange ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans, et chaque constructeur fait ce qu'il veut. Il y a des travaux de convergence avec le groupe de OS2. Parce qu'en fait, si vous y connaissez en OS ou en OIDC, en fait, c'est exactement les mêmes types d'échanges. Et donc, du coup, en fait, on essaie de converger. Et éventuellement, en fait, un jour, ça sera peut-être le modèle, le modèle de vérification de sécurité et d'état générique pour tous les cas d'usage dans le web. Bon, on ne sait pas. OK. Et l'architecture, ce type d'architecture, la force de sa généralité, c'est que du coup, c'est extensible à d'autres cas d'usage. Et donc, du coup, en février, j'ai vu une démo en Belgique de mecs japonais. Et alors, eux, ils étaient vraiment loin d'être cons. Et en fait, ils ont appliqué ce modèle pour vérifier l'état d'un navigateur avant d'établir une connexion TCP avec. Et donc, du coup, on va peut-être pouvoir régler le problème de la sécurité du client. Et si vous faites de la sécurité, notamment applicative, vous savez que le gros problème aujourd'hui, pour tout ce qui est sécurité, c'est dans quel état est le client. Et donc, en fait, on a le RAWeb, là, je vous invite à aller regarder, c'est un projet open source. Ça marche pas trop mal. Et ben, on vérifie dans quel état est le navigateur avant d'accepter les connexions. Et ça, franchement, c'est pas rien. Voilà. Et donc, il y a plein d'autres cas d'usage. Je veux pas trop faire un inventaire, quoi. Je veux surtout donner un panel des possibilités, d'à quoi ça ressemble, etc. Tout ça. Il y a un projet open source, Coco, donc Confidential Containers, qui repose sur Kata. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, je sais pas si quelqu'un connaît ici. Bon, ok. Bon, ça existe, les Confidential Containers, donc c'est exactement la même idée. Ça repose sur les puces en dessous. Sans passer par la couche d'hypervision, sans passer par la VM, et on arrive à s'affranchir complètement de l'autre, d'accord. À l'échelle du conteneur, à l'échelle du pod, à l'échelle du cluster, comme vous voulez. Okay, donc ça, c'est des projets qui existent aujourd'hui, qui sont en permanente évolution, et ça sort. C'est assez compliqué à suivre, mais il faut savoir que ça existe, et si vous êtes dans des problématiques, notamment industrielles, par exemple si vous travaillez chez EDF, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent chez EDF, et ben voilà, c'est des choses qui leur servent, et à Orange aussi. Voilà. Et il y a des applications dans ce qu'on appelle le confidential machine learning. Donc pour le confidential machine learning, en fait, c'est tout simplement le fait qu'on va vouloir pouvoir s'entraîner sur des données de tiers sans vraiment y avoir accès, d'accord. Ou alors en vérifiant l'état avant. Et donc il y a des projets dans ce sens-là qui existent. Donc Manati, c'est un projet qui est mené par TikTok. Et en fait, ils ont une problématique, c'est qu'ils sont obligés par la loi américaine, qu'on croit extrêmement permissive, de partager leurs données avec Instagram pour les chercheurs qui regardent comment ça se passe pour les dealers qui rapatrient les mecs de TikTok à Instagram puis sur Signal. Et ils sont obligés de leur partager les données. Problème, c'est leurs données. Et c'est des données personnelles. On ne veut pas leur donner. On fait comment? Eh ben, on fait un TI. Voilà. On met à disposition des chercheurs un TI. Les chercheurs peuvent effectuer leurs calculs sans jamais avoir accédé à la donnée. Voilà. Donc, il me reste 10 minutes, c'est ce que j'avais calculé pour les questions éventuelles. Donc, encore une fois, là, ça paraît... Enfin, je dis plein de choses, c'est un peu velu, il y a plein d'informations, etc. Je voulais vraiment vous offrir un panel des possibilités, d'à quoi ça ressemble le confidential computing, des techniques, etc. Et je vous rappelle quand même que c'est vraiment rempli de bonnes idées, les cimetières, et on ne sait jamais comment ça finit, quoi. Voilà. Merci pour tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Ouais. Bah, allez-y. Ouais. Ah oui, ok. Déjà, merci. Sur la question du chiffrement homomorphe, alors moi j'ai regardé ça, c'est pas tout récent, mais j'avais le souvenir qu'on arrivait à faire des algos qui faisaient pas toutes les opérations. Donc là, ce que tu disais dans ta slide, c'est que maintenant on a des algos qui sont
compatible à toutes les opérations et un nombre illimité de fois. Absolument. Au prix de performance dégueulasse. Si absolument, absolument. Donc, en fait, l'algorithme dont je parlais en 2009, la Gentry, c'est exactement ça, c'est le partiellement homomorphe. En fait, c'est le premier qui a eu la stratégie de dire, bon, je trouve une technique pour faire du partiel et puis on verra après. C'est additionner le résultat de nombreux travaux. D'ailleurs, c'est assez français, ces histoires-là. Il y a pas mal de français dans cette affaire. Et aujourd'hui, oui, il y a 2 algorithmes, CKKS bon, et celui dont tu n'arrives pas à prononcer le TFHE. TFHE, les deux sont complètement homomorphes, avec des propriétés un peu différentes. Ils reposent sur des paradigmes différents, mais par contre, CKKS, il diverge plus vite. Donc, en fait, il est moins stable si on effectue beaucoup d'opérations. Et aujourd'hui, il n'y en a aucun qui va répondre à des problématiques de vrai traitement de données lourds, comme les problématiques modernes le suggèrent, quoi. Voilà. J'ai une autre question, je sais pas si non. Si. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais concernant TFHE, pourquoi ne pas s'en servir à l'instar de TLS pour, au début, s'échanger une clé symétrique? Alors, c'est possible, il y a un projet, donc ils rêvent de faire ce qu'on appelle le HTTPZ, donc c'est exactement ça l'idée. Le problème, c'est qu'il faut mettre tout le monde en route. Aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est quand même... je ne vais pas vous raconter que je suis le seul au monde à parler de ça, mais c'est pas des choses encore très en visibilité. Il faut aller voir Mozilla, il faut aller voir Google, il faut aller mettre dans les navigateurs. Donc il y a toute cette mise en branle comme ça progressive qui va devoir se mettre en marche. Mais il n'y a pas de limitant technique, mais il y aura un petit coup en perf. Ça par contre c'est sûr. D'accord. Deuxième question rapide, tu as parlé du TDX. Ouais. Dans le cas d'un cloud provider, c'est bien lui qui héberge les machines qui contiennent la clé de chiffrement. Comment s'assurer qu'il l'est pas? Alors ça c'est par design. En fait, c'est un module physique aussi. C'est un module physique qui est chiffré. Et ça c'est la garantie que t'offre Intel. Et effectivement, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Et d'ailleurs, au début, bon, j'ai lagué, d'ailleurs j'ai un peu d'avance, c'est dommage. Microsoft, ils sont très très fiers de leurs offres. Je dis pas ça du tout pour faire du Microsoft bashing. Ils sont très très fiers de leurs offres cloud computing parce que confidential computing c'était les premiers. Ils sont très en avance. Et ben le problème c'est que le KMS, le HSM et tout, ils sont dans leur cloud. Et donc super. Enfin, je veux dire, voilà. Donc ça c'est une vraie question. Et faudrait voir avec un technico-commercial Microsoft. Non mais parce que je pense que par contre ils ont des data centers en France et qu'ils sont capables de te dire ton module, il est en France. Ça c'est possible, quoi. Merci. Voilà. Alors, j'en avais une autre, mais c'est peut-être trop complexe. Je ne sais pas si tu vas pouvoir résumer ou répondre. C'était par rapport à cette clé d'évaluation quand tu fais du homomorphe. Ouais. J'ai du mal à saisir à quel moment tu peux... Enfin, il faut qu'elle soit calculée au préalable pour t'assurer que les données ne divergent pas, mais ça veut dire que tu calcules les données sans les chiffrer de ton côté. Alors, pardon, excuse-moi. Attends, bouge pas, je reviens sur mon truc. C'était la 19, je crois. Encore une. Non, c'est là. Ok. Est-ce que tu peux me répéter ta question maintenant, s'il te plaît? Pardon. Donc, voilà, c'est celle-là. Donc, tu as la clé d'évaluation qui te permet, si j'ai bien compris, d'attester. Elle est donnée au cloud provider, et lui, ça lui permet de s'attester que tes données chiffrées sur lesquelles il a fait son chiffrement homomorphe, enfin ses opérations, pardon, n'ont pas trop divergé. Absolument. Oui. Et du coup, alors tu disais que c'était une question de statistique, donc peut-être pas rentrer dans les détails, mais cette clé d'évaluation, pour que tu puisses attester qu'elle va pouvoir confirmer que tes données n'ont pas trop divergé, il faut que tu aies fait une forme de calcul avant. Donc bien sûr, la clé d'évaluation, pardon, j'ai peut-être pas été clair, elle est associée à ton calcul. Elle est paramètre de l'opération que tu vas demander. Ce qui veut dire que tu as fait au moins une partie de ton calcul sur ton infra avant de l'envoyer au CSP. Absolument. Tu as généré une clé d'évaluation à la volée pour ça, ouais. D'accord. Mais si tu n'as pas fait tout le calcul complet, sinon ça n'aurait pas d'intérêt de le déléguer absolument à... aucun. D'accord. Non, c'est juste que tu vas générer une clé éphémère associée au calcul que tu vas demander. Et d'ailleurs,
Bon, le FHE, c'est pareil, c'est un monde en soi, mais il y en a même qui arrivent même à chiffrer le calcul. Ok. Tu sais même pas. L'opération que tu vas effectuer, oui. Même le CSP, c'est pas quelle opération Oui, il fait. oui. D'accord. Et TFHE, ils y sont presque. C'est juste que la perf, c'est un enfer. Mais je vous invite sur le TFHE, il y a un super article de Diamond, je sais plus duquel magazine, où il fait un benchmark. Et franchement, vous pouvez reproduire et c'est lunaire. Enfin, on n'est pas prêt, quoi. On n'est pas prêt, mais c'est quand même super intéressant. Et c'est un monde qui évolue beaucoup, la cryptographie. Et nous, en tant qu'informaticiens, surtout dans la sécurité, même si on n'est pas cryptographe, il y a besoin quand même d'être un peu à jour pour voir ce qui va se faire, ce qui va arriver. Et c'est pas impossible que ça arrive, surtout qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup du post-quantique, etc. Bon, est-ce que ça va vraiment arriver? On ne sait pas bien, mais si ça arrive, faudra être prêt, quoi. Voilà. Merci. Bon, je vous remercie.